Sur la mise à jour d'une archive de Pareto, c'est par rapport à la recherche locale de Pareto qu'on avait vue lors du premier cours. Donc, dans cette recherche locale de Pareto, on a une solution de départ et à chaque fois, on va explorer le voisinage de cette solution-là pour générer de nouvelles solutions. Dès qu'on trouve des nouvelles solutions dans les voisinages qui sont non dominés, on les sauvegarde dans une population. Et puis pour chaque solution de cette population, on va explorer les voisinages de nouveau et retenir à chaque fois les solutions qui sont non dominées. Et toutes les solutions nouvelles non dominées que l'on trouve, on explore de nouveau les voisinages. Et de cette façon, on arrive assez facilement en partant même d'une seule solution, à trouver une bonne approximation de l'ensemble des solutions Pareto optimales. Okay. Le souci avec cette méthode, c'est qu'il y a de nombreuses mises à jour de l'ensemble à faire, puisque si on regarde le pseudocode ici, on va faire quoi? Ben, on a une population de solutions. On génère tous les voisins P' de chaque solution P appartenant à la population. Et puis pour chacune de ces solutions-là, donc on a des voisins qu'on appelle P'. Et puis il faut comparer, on fait d'abord une première comparaison, on regarde si le voisin P' est non dominé ou pas par la solution qui a généré le voisin. Et si elle n'est pas dominée, on met à jour notre ensemble de solutions potentiellement efficaces qui est appelé ici XE. Et si cette mise à jour a réussi, donc si la solution P' a été ajoutée, on va ajouter P' dans une autre population auxiliaire qu'on met aussi également à jour. On fait ça donc pour toutes les solutions P de la population. Et enfin, on va recommencer avec comme population P de départ la solution PA qui contient donc l'ensemble des voisins qui ont permis de mettre à jour l'ensemble des solutions potentiellement efficaces et donc qui contient l'ensemble de ces voisins qui ont aussi été mis à jour, c'est-à-dire que on peut très bien avoir un voisin qui est non dominé durant la première itération, mais quand on explore d'autres solutions de la population, on pourrait avoir un nouveau voisin qui domine un précédent voisin. C'est pour ça que l'on met aussi à jour cette population PA. Et donc, on voit qu'on utilise une mise à jour pour mettre à jour l'ensemble des solutions potentiellement efficaces et aussi une fonction de mise à jour pour mettre à jour une population auxiliaire. Donc, cette mise à jour, elle est très importante si on veut accélérer la méthode. Ici, c'est une autre version de la recherche locale de Pareto qui est presque la même, mais qui va être un peu plus efficace puisque là, au lieu de prendre tous les voisins, on va prendre tous les voisins ici parmi le voisinage de P et on va aussi mettre à jour ces voisins dans une liste. De cette façon-là, on peut déjà améliorer la liste des candidats, des solutions candidates qui pourraient mettre à jour notre ensemble de solutions potentiellement efficaces. Donc, on fait un pré-filtre, on pré-filtre l'ensemble des voisins avant d'utiliser ces voisins pour voir si ils peuvent améliorer notre ensemble de solutions potentiellement efficaces XE. Donc, si c'est juste une variante, ça donne exactement les mêmes résultats. C'est juste que c'est un peu plus efficace puisqu'on a un pré-filtrage des voisins. Tandis qu'ici, on regarde juste si le voisin est non dominé ou pas par la solution courante. Tandis qu'ici, on regarde l'ensemble des voisins de la solution et ils sont filtrés ici grâce à la liste ici LN. Et donc, on voit que cette fonction de mise à jour est très importante. Donc, on a cette définition d'archive de Pareto, donc un ensemble de solutions non dominées mutuellement. Et on va regarder la mise à jour en ligne, donc Online Update of Pareto Archive, où on va prendre une solution et on va regarder
si elle peut améliorer ou pas notre ensemble. Donc, si elle peut l'améliorer, donc si on peut l'ajouter, et aussi si des solutions qui étaient dominées peuvent être retirées ou pas. Et donc, on a vu qu'on pouvait utiliser une simple liste. C'est rapide si la solution trouvée, si la solution que l'on génère, eh bien, on trouve facilement qu'elle est dominée. Par contre, c'est lent si jamais on doit comparer la solution à toutes les solutions. Donc, ça, c'est dans le cas où on a une solution de bonne qualité. Et dans le cas avec deux objectifs, comme j'expliquais tout à l'heure, eh bien, on peut la trier selon le premier objectif et ainsi on obtient directement la place potentielle de la solution dans notre liste et faire des comparaisons uniquement avec les solutions qui précèdent et les solutions qui succèdent à la solution. Et en pratique, c'est beaucoup plus rapide que comparer à toutes les solutions. Et donc, nous allons voir des nouvelles structures de données, puisqu'ici, ça marche uniquement pour des ensembles avec deux objectifs. Si on trie un ensemble avec trois objectifs, eh bien, on sera trié selon le premier, mais pas forcément selon le deuxième objectif, ni selon le troisième. Ça, cela marche que pour deux objectifs. Et donc, on a une nouvelle structure de données ici qui a été développée donc, il y a une quinzaine d'années, c'est le quadtree qui peut être utilisé pour mettre à jour des ensembles de solutions évaluées selon plusieurs critères. Donc, c'est un ensemble basé sur un arbre où chaque nœud est un vecteur avec P éléments et peuvent avoir jusqu'à 2 exposants P fixes. Donc, P, ici, c'est le nombre de critères. Donc, on a les vecteurs avec P éléments, comme ici. Les successorship is expressed by binary string. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a une solution évaluée 10-10 et on va mettre tous ces successeurs dans cet arbre binaire sous forme d'une chaîne binaire. Donc, avec cette chaîne binaire, on aura un 1 sera égal à 1 si la composante i de l'élément ici, du nœud ici, est supérieure ou égale à la composante i de l'autre vecteur, et 0 si xi est strictement inférieur à yi. Donc, imaginons ici que l'on ait le vecteur 10-10, on a le vecteur 5-5, et bien le vecteur 5-5 par rapport à 10-10, 5 est inférieur à 10 selon la première composante, donc on a un 0. Selon la deuxième composante, 5 est aussi inférieur à 10, donc on a un 0. Et selon la troisième composante, on est aussi inférieur à 10, donc on a un 0. Donc la chaîne binaire, elle vaut 0, 0. 0, 0, 0. 3 0. Si on prend maintenant 5, 5, 23, eh bien ici on a 2 0, puisque 5 est inférieur à 10, 5 inférieur à 10, et 23 est supérieur à 10, donc on met un 1. Donc, ça permet de trier sous forme d'arbre notre ensemble, un ensemble de vecteurs. Et la particularité, nous, c'est qu'on va uniquement utiliser une structure domination free, donc sans dominance. Donc, sans dominance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura jamais des branches avec que des zéros, puisque là, ça veut dire que cette solution-là domine cette solution-là. Donc, on n'aurait pas besoin de la solution 10-10. Donc, nous, comme on gère des ensembles de solutions où il n'y a pas de dominance, il n'y a aucune paire de solutions telle qu'une des solutions de la paire domine l'autre, eh bien, on n'a pas besoin, on n'aura jamais une branche avec que des zéros et on n'aura non plus jamais une branche qu'avec que des 1, parce que là, ça veut dire que cette solution-là est dominée par cette solution-là. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir que des solutions qui ne dominent pas mutuellement. OK? Donc, comment ça marche la mise à jour de cette structure? Donc, imaginons que l'on prenne un cas avec 3 critères, que l'on ait une nouvelle solution x, que la racine de notre arbre, c'est y, que x c'est un des successeurs de y et k c'est le successorship of x. Donc k c'est notre chaîne binaire ici.
Eh bien, les vecteurs qui peuvent dominer x, donc x c'est la nouvelle solution, on va seulement les trouver dans les sous-arbres tels qu'ils ont pour chaîne binaire des zéros dans au moins toutes les places, positions que notre nouvelle solution, que le K, donc que la chaîne binaire euh, que le K correspondant donc à la chaîne binaire de X par rapport à Y. Donc, par exemple, si on n'a que K, la chaîne binaire, faut 1, 1, 0, eh bien, uniquement uniquement les successeurs tels qu'ils ont également des zéros là où K a des zéros. Donc, ça peut être uniquement 0, 1, 0 et 1, 0, 0. Et c'est uniquement dans ce cas que l'on pourrait trouver des solutions qui dominent X. Puisque si on a un 1 à la place du 0, ça veut dire qu'on a une valeur supérieure. Et donc, si on a une valeur supérieure, c'est sûr qu'on ne pourra pas dominer. Ici, on est en minimisation. Donc, si on a un 0, il faut que pour avoir une solution qui domine cette solution X, il faut aussi trouver des zéros là où on a des zéros. Et de la même façon, les vecteurs qui pourront être dominés par X, ce sont les vecteurs qui possèdent des 1 là où la chaîne binaire correspondant à X possède des 1 également. Donc, par exemple, ici, si le K c'est 1, 1, 1, 0, 0, eh bien, les seuls successeurs de Y que l'on doit vérifier qui sont candidats donc à dominer X, eh bien, ce sont les successeurs qui ont un 1 ici à la première position. Donc, ça peut être 1, 0, 1 ou 1, 1, 0. Donc, on ne tient pas compte 1, 1, 1, 1, 1, puisque ça n'apparaît pas dans notre structure. OK, donc, comment ça va marcher en pratique? Donc, on a une nouvelle solution X, pardon. K, c'est la chaîne binaire de X. Et on regarde. Donc, c'est toujours la chaîne binaire par rapport à la racine ici, ou par rapport au nœud sur lequel on se situe. On regarde donc les nœuds qui pourraient dominer X. Et si on trouve une solution qui domine X, eh bien, on arrête. Et X n'est pas une solution intéressante. On regarde aussi les nœuds qui pourraient être dominés par X. Et pour chaque nœud qui est dominé, on l'efface, donc on le retire. Mais par contre, il faut réinsérer tous les nœuds qui sont dans le sous-arbre de ce nœud-là qui est dominé. Et enfin, on insère X. Et si jamais ce qu'on pourrait avoir, c'est qu'une solution Y a la même chaîne binaire que X, on regarde la dominance qu'il y a entre X et Y. Si X n'est pas dominé, on considère Y comme la nouvelle racine et on applique de nouveau l'algorithme à partir de la racine. Donc, un petit exemple ici. Donc, on a déjà construit cet arbre, ce quad tree, et on veut ajouter la solution 4, 8, 12. Donc, on veut ajouter ça dans l'arbre avec, donc, il y a comme racine 10, 10. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va regarder la chaîne binaire de 4, 8, 12 par rapport à 10, 10. OK. Et donc, ici, ce qu'on obtient ici, c'est le résultat. Donc, je vais expliquer le résultat qu'on obtient. Donc, 4, 8, 12 par rapport à 10, 10. Donc, on est meilleur selon le premier objectif. OK. Donc, on est meilleur selon le premier objectif. Donc, on va voir ici 1, 0 pour la chaîne binaire. On est meilleur selon le deuxième objectif. Donc, on a un nouveau 0. Et on est moins bon selon le troisième objectif. Donc, on va avoir un 1. Donc, ça, c'est la chaîne binaire correspondant à la comparaison entre 4, 8, 12 et 10, 10.
Et ensuite, parmi toutes ces chaînes-là, on va regarder parmi ces chaînes-là, celles qui pourraient, dans un premier temps, dominer 4, 8, 12. Et donc, celles qui pourraient dominer 4, 8, 12, c'est celles qui ont des zéros là où cette chaîne binaire a des zéros. Donc, ici, ça peut être uniquement 0, 0, 1. On est sûr ici que ça ne peut pas dominer puisque ici, en deuxième position, on est plus grand. On va avoir des valeurs plus grandes que 8 pour cette solution-là. Et donc, on est sûr que toutes les solutions qui sont situées dans cette branche-là, eh bien, ne domineront pas la nouvelle solution. Ici, pareil, on a des valeurs supérieures selon le premier et le deuxième objectif, donc on ne pourra pas dominer la nouvelle solution 4, 8, 12. Donc, la seule branche ici que l'on doit regarder, c'est celle-là. Et on regarde par rapport à 5, 5, 23. Est-ce qu'on est dominé ou pas? Eh bien, non. On n'est pas dominé. Et donc, 4, 8, 12, c'est sûr, pourra être ajouté. Donc, 4, 8, 12 pourra être ajouté. Maintenant, peut-être que 4, 8, 12 domine d'autres solutions. Et donc, pour ça, on regarde on regarde, si on reprend la règle ici, les places où on a des 1 là où la chaîne binaire ici en a. Donc ici, ça peut être que il faut absolument avoir un 1 ici en troisième position. Si on a un 0 en troisième position, mais c'est sûr qu'on ne peut pas être dominé. Donc, il faut regarder les chaînes binaires qui ont un 1 ici en troisième position. Donc, ici, on a regardé, il n'y avait pas de dominance. Par contre, ici, on regarde 6, 16, 22. Eh bien, 6, 16, 22, on a bien un 1 en dernière position. Donc, on a bien une valeur également supérieure à 10, ici qui est 22. On a un ici aussi en deuxième position, c'est supérieur à 8. On a un 0, mais par contre, même si on a un 0, on a toujours une valeur supérieure par rapport au premier objectif de la nouvelle solution que l'on veut ajouter. Et donc 6, 16, 22, eh bien, elle est dominée. Donc 6, 16, 22, elle est dominée. Et ce qu'on va devoir faire, c'est réinsérer cette solution-là. Donc cette solution-là, on va devoir la réinsérer également. Donc, si on suit l'algorithme, pour chaque nœud n qui est dominé, il faut l'effacer et puis réinsérer tous les nœuds du sous-arbre de n. Donc, on va devoir réinsérer cette solution-là. Mais avant ça, on ne fait pas ça tout de suite. On insère d'abord x. Donc, on a vu que x, on pouvait l'insérer. Donc, attention, il faut quand même en comparer par 14, 18, 6, mais ça, on n'a pas besoin de le faire, puisque c'est sûr que 14, 8, 6, 6 ne pourra pas être dominé, puisqu'il n'a pas un 1 en troisième position. On voit bien ici, il a une valeur inférieure à 10, tandis que nous, on a une valeur supérieure à 10. Et donc, 4, 8, 12 ne domine pas 14, 18, 16 et aussi toutes les solutions qui sont en dessous de ce nœud. Maintenant, on va insérer 4, 8, 12. Donc, pour l'insertion, comment ça marche? Donc, si une solution a le même successorship d'un x, on regarde la dominance entre x et y. Donc là, on en avait déjà fait. C'est bon, on va l'insérer dans cette branche. Il n'y a pas de dominance entre 4, 8, 12 et 5, 5, 23. Et après, on fait quoi? Si x n'est pas dominé, on considère y comme la nouvelle racine et on applique de nouveau l'algorithme à partir de cette racine. Et donc, c'est comme si on répétait l'algorithme, mais en insérant maintenant la solution 4, 8, 12 à partir de cette racine 5, 5, 23. Et donc, on calcule la nouvelle chaîne binaire par rapport à 5, 5, 23. Donc, on est quoi? On est inférieur par rapport au premier objectif. On est supérieur par rapport au premier. Et par rapport au troisième, on est inférieur. Donc, on a la chaîne binaire 0, 1, 0. 0, 1, 0. On regarde les solutions qui pourraient dominer, mais il faut avoir un 0 en premier, un 0 en troisième. Eh bien, c'est bon. On n'est pas dominé. On regarde les solutions qui pourraient être dominées. Eh bien, il faut avoir un 1 au milieu.
Ici, il y a bien un 1 au milieu. Donc, il faut regarder si 9, 8, 18 est dominé ou pas par 4, 8, 12. Eh bien, c'est le cas. Et donc, cette solution-là est éliminée. Elle n'a pas de sous-fils, elle n'a pas de fils, pardon. Et donc, on n'a pas besoin de réinsérer les fils. OK? Donc, ensuite, OK, on insère X. Donc, X va être ajouté ici. Ici, on va avoir 4, 8, 12 avec cette chaîne binaire 0, 1, 0. Maintenant, il faut aussi réinsérer 3, 25, 16. Donc, il faut réappliquer la méthode, mais à partir de 3, 25, 16. Donc, 3, 25, 16. On regarde la chaîne binaire, mais c'est donc 0, 1, 1. Mais c'est la même chaîne binaire que ce qu'on avait là. Et puis après, il faut regarder si on n'est pas dominé. On savait qu'on n'était pas dominé, donc par 5, 5, 23, ni par 14, 8, 16. Donc on peut ajouter ici maintenant 3, 25, 16 à la place de 6, 6, 16, 22. Donc ici on a 3, 25 et 16. OK? Donc on regarde et c'est bien, ça correspond bien à la solution qui était là. Donc, OK pour cette méthode. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les avantages et les désavantages de 4 tri, quad tri. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de comparaisons qui sont sauvées. Hein. Donc, ici, tout est sous forme d'arbre. Hein. Donc, si on ne doit pas comparer par rapport à une des branches, eh bien, tous les fils du nœud, on ne doit pas faire la comparaison par rapport à tous les fils du nœud. Donc, quand on a des grands ensembles, ça sauve beaucoup de comparaisons. Ça marche pour quel que soit le nombre d'objectifs. Ça dépend pas du nombre d'objectifs. Hein. Il y a juste la chaîne binaire ici qui s'agrandit. Ça marche plutôt bien. Plus on augmente le nombre d'objectifs, plus on n'a pas une explosion par rapport au nombre d'objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit en pratique. Un des avantages, c'est que la forme et la profondeur du quadri dépend de l'ordre d'insertion de nos vecteurs. Donc ici, si on change l'ordre d'insertion, eh bien, on aura un nouvel arbre qui sera différent. Donc, ce n'est pas une propriété. C'est un peu embêtant de ne pas avoir une stabilité de l'arbre par rapport à l'ordre. Et aussi, si on efface, ça c'est assez embêtant, c'est si on efface ici un nœud, eh bien, on doit réinsérer tous ces fils. Et donc, ça, c'est assez embêtant, surtout dans le cas où on a des problèmes, où on a de nombreuses mises à jour, où on trouve régulièrement des solutions dominées. Eh bien, dans ce cas, il faut à chaque fois réinsérer l'ensemble des fils de ces solutions dominées. Donc, il y a eu quelques améliorations de Quadri. Donc, il y a Quadri 2 ici. Ici, on utilise juste un flag pour éliminer les nœuds. Donc, les nœuds ne sont pas directement éliminés, mais on met un flag. Et donc, ça permet à la fin plutôt que de tout essayer d'ajouter, que d'ajouter uniquement les nœuds que l'on trouve non dominés. Et donc, qui ne sont pas marqués comme à éliminer. Donc ça, c'est un peu plus efficace que de réinsérer tous les nœuds, alors que dans l'insertion, il y a quand même de gros risques qu'il y ait un grand nombre qui soit dominé. Et Juste donc, pour être sûr, ouais, excusez-moi,
Juste pour être sûr, on était bien en minimisation. Ouais, ici, c'est en minimisation, ouais. Oui, ok, merci. C'est pour être Ouais, sûr. ouais. Donc, ici, on est en minimisation. C'est pour ça, ici, par exemple, ici, avec Quatri 2, si on veut insérer 12, 15, 5, eh bien, 12, 15, 5, la chaîne binaire, là, ouais, ici. Donc, la chaîne binaire, ça fait, on est 12, 15, 5. 10 est supérieur, donc on met un 1. 15 est supérieur, on met un 1. Et 5 inférieur, on met un 0. Donc, ici. Et donc, la différence, quand on va ajouter 12, 15, 5, c'est qu'on trouve que 14, 18, 6 eh bien, est dominé. Eh bien, on lui ajoute un flag euh, A, A éliminé. Et après, si on suit exactement la méthode, if subscriber again setting flags for all knowing nodes, etc. Donc on met, et puis après, ici on trouve de nouveau que 14, 16, 7 est dominé par 12, 15, 5. Donc on ajoute le flag deleted. Au lieu de, dans la première méthode, eh bien, on avait directement trouvé que ça a été éliminé. Donc on faisait une réinsertion. On faisait directement une réinsertion de ces deux nœuds. Tandis qu'ici, on reparcourt et ça permet ainsi d'éliminer et 14, 16, 7 qui est dominé par 12, 15, 7, eh bien, ne va pas être réinséré. Donc, on va juste essayer de réinsérer le 11, 15, 9 avec cette méthode Quatri 2. Donc, c'est un peu plus efficace lorsque l'on trouve de nombreux nœuds dominés. Et donc, si on réinsère ici, 12, 15, 5 va aller ici. Et puis, on réinsère 11, 15, 9. Donc, 11, 15, 9 par rapport à 12, 15, 5. Donc, 11, 15, 9, eh bien, ça fait 0. On est inférieur. Supérieur ou égal, ça donne un 1. Et supérieur, ça donne un 1. 9 supérieur à 5. 15 supérieur ou égal à 15 et 11 inférieur à 12, là on a un 0. OK. Donc ça c'est une première méthode. Nouvelle méthode donc, de mise à jour d'ensemble de solutions non dominées qui marche quel que soit le nombre d'objectifs. Donc qui est beaucoup plus efficace que l'utilisation d'une simple liste. Une autre méthode encore plus efficace, c'est ce qu'on appelle le non-dominated tree. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pu développer durant mes recherches il y a quelques années, où, par exemple, si on regarde un simple cas avec deux objectifs à minimiser, on a une nouvelle solution ici. Et bien, avec une simple liste, on compare cette nouvelle solution à l'ensemble des solutions du front. Bon, c'est très peu efficace, cette comparaison, puisqu'on doit en faire beaucoup. Et donc, ce qui serait beaucoup plus efficace, si on regarde, c'est que, par exemple, la solution-là, elle peut dominer une seule partie du front de Pareto. Elle peut dominer uniquement cette partie-là. On est sûr que par rapport à cette partie-là, on n'est pas dominé et on ne domine pas. Et on est sûr que par rapport à cette partie-là, on n'est pas dominé et on ne domine pas non plus. Donc, il y a juste une toute petite partie du front pour laquelle on devrait faire la comparaison. Si on regarde maintenant cette solution-là, même chose, elle peut être dominée que par un tout petit ensemble de solutions. Elle n'est pas dominée par ces solutions-là ni par ces solutions-là. Donc, on voit qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Essayer donc d'avoir une sorte un moyen de comparer les solutions uniquement par rapport aux solutions qui pourraient les dominer. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est partitionner nos fronts en sous-ensembles de solutions en réunissant les solutions qui sont proches dans l'espace des objectifs dans un même ensemble. Donc, par exemple, ici, on a partitionné notre front en un certain nombre d'ensembles où chaque solution dans un ensemble est proche dans l'espace des objectifs. Donc, il y a un clustering,
si vous voulez, des solutions. Et dans chaque sous-ensemble, on peut se définir un point local idéal et un point local nadir. OK? Donc, l'idéal, celui qui aurait les meilleures valeurs selon chacun des objectifs, et le point nadir local serait simplement celui, on ferait une approximation de ce point nadir, on pourrait prendre simplement les points. Donc, pour chaque critère, on prendrait les valeurs maximales pour chaque critère. On aura ainsi quelque chose proche du point nadir. Enfin, ouais, enfin, même ici, comme on a des ensembles mutuellement non dominés, ouais, non, non. Euh, ok, donc ici, on prend le point nadir et ici le point idéal dans ce sous-ensemble. Ok, et on appelle ça un point local, puisque ça concerne uniquement le sous-ensemble. Et ce qu'on voit, par exemple, si on a le sous-ensemble ici, avec un certain nombre de solutions, on a ici le point idéal, local. OK, point idéal. Ici, on a le point nadir. Et ce qu'on voit, c'est que si jamais on a une solution qui est ici, eh bien, cette solution-là, elle ne sera jamais dominée par une des solutions du sous-ensemble, ni elle ne dominera pas une solution de ce sous-ensemble-là. Donc, si on trouve une solution qui est là, eh bien, on n'a pas besoin de faire de comparaison parmi toutes les solutions qui sont là. Même chose ici. Si on a une solution ici, il ne faut pas faire de comparaison par rapport à toutes les solutions qui sont dans le sous-ensemble. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, si on a une solution ici, eh bien, elle domine le point idéal. Donc, si elle domine le point idéal, ça veut dire que la solution domine toutes les solutions qui sont dans le sous-ensemble-là. Et donc, dans ce cas-là, on peut éliminer l'ensemble de ces solutions-là, puisque la nouvelle solution domine le point idéal de ce sous-ensemble. Et même chose ici, si on a une solution qui est dominée par le point nadir, ben on est sûr que cette solution-là ne dominera pas les solutions qui sont dans ces sous-ensembles-là. OK? Donc, il y a deux choses intéressantes. Il y a des cas où il n'y a pas besoin de faire de comparaison, et il y a des cas où on peut directement éliminer toutes les solutions du sous-ensemble ou directement éliminer la solution. Et après, il y a des cas moins intéressants. Si on tombe là, eh bien, on peut très bien donc ici dominer certaines solutions. Donc, par exemple, ici, on domine ces solutions-là et puis ne pas être dominé. Donc là, c'est moins évident puisqu'on a différents cas à considérer. OK? Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de tomber dans ces cas-là. Et donc, l'algorithme, il marche de la façon suivante. Imaginons que l'on ait déjà cette partition-là. On a une nouvelle solution ici, le petit carré que l'on a là. On a la partition. Eh bien, on va uniquement comparer cette solution par rapport au point idéal, aux points donc, idéaux et nadir locaux de chacun des sous-ensembles. Par exemple, si on compare cette solution-là par rapport au point idéal que l'on a ici et au point nadir que l'on a ici, eh bien, on est dans le cas que l'on a ici. La solution-là ne domine pas le point nadir, n'est pas dominée par le point nadir, ne domine pas le point idéal, n'est pas dominé par le point idéal. Et donc, on est sûr que cet ensemble de solutions-là n'est pas dominé par cette solution-là. Même chose, et c'est le cas. Et c'est le cas pour, donc c'est le cas pour ces solutions-là et ces solutions-là. On est sûr qu'elles ne sont pas dominées par ce point-là, uniquement grâce à la comparaison par rapport au point local nadir et au point local idéal. Par contre, ici, pour les ensembles qui sont en vert, on voit que cette solution-là domine le point nadir. Et donc, si elle domine le point nadir, elle pourrait potentiellement dominer d'autres solutions de l'ensemble.
Et on voit aussi ici qu'elle domine le point nadir de l'autre sous-ensemble et donc potentiellement elle pourrait dominer des solutions de ce sous-ensemble-là. Et donc pour cette solution, il faut aller la comparer à l'ensemble des solutions qui sont dans les deux rectangles verts ici. J'aurais juste une question par rapport à ça. Du coup, là, on a fait des partitions d'une taille fixée. Enfin, Ouais, on a des partitions d'une certaine taille, mais ça pourrait peut-être être intéressant une fois qu'on a identifié enfin, les partitions qui sont potentiellement dominées ou qui dominent potentiellement. Ça pourrait peut-être être intéressant de faire un genre de recherche dichotomique dedans en reséparant en deux autres partitions et en recomparant au point nadir parce que, enfin, on pourrait éventuellement éliminer une partie des solutions. Par exemple, là, le rectangle vert au-dessus du nouveau point, on ouais, voit qu'il y en a la moitié, par exemple, qui n'est pas concernée. Donc, ça pourrait être bien pour éviter de faire des comparaisons en plus. bah, très, très bonne idée, hein. Effectivement, ici, je vous ai montré un exemple où le nombre de partitions était fixé, mais en fait, ce qui se passe, c'est une structure sous forme d'arbre. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, c'est ce qu'on obtient à la fin. Mais ce qui se passe, c'est effectivement, on se fixe on part par exemple ici d'une recherche locale de Pareto et on se fixe un nombre limité de solutions dans une partition. On dit qu'il peut y en avoir au maximum 20, par exemple. Comme ça, dans chaque sous-ensemble, on aura maximum 20, donc maximum 20 comparaisons. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est au cours de l'évolution, donc on a peu de solutions au départ, puis ça s'agrandit, et quand on en a trop, eh bien on divise, on refait un clustering. Donc on fait le clustering, euh, et donc là on a vraiment un arbre, on peut mettre ça sous forme d'arbre binaire. On a un point idéal ici, un point nadir ici, de la grande structure qui contient lui-même deux autres sous-ensembles avec pardon, qui- un autre point nadir ici, hop, avec un autre point nadir ici, un autre point idéal ici, un autre point idéal ici, un autre point nadir ici. Et donc, on continue, puis après, de nouveau, on a un sous-ensemble qui contient trop de solutions, donc on le divise, et c'est seulement à la fin qu'on a cette structure, en fait, où on a un point idéal global et un point nadir global. Et donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser cette structure sous forme d'arbre, puisque si on a par exemple une solution ici, eh bien, on compare par rapport au point on fait toujours une première comparaison par rapport au point idéal et nadir de la grande structure, donc de la racine de l'arbre. Donc, si on a une solution ici, bien, on sait qu'on peut tout éliminer. Si on a une solution ici, bien, on est sûr qu'elle ne sert à rien, qu'elle est dominée. Puis après, si on a une solution, je ne sais pas moi, ici, si elle est ici, bon, on ne peut rien dire par rapport au point idéal de la grande structure, ni par rapport au point nadir de la grande structure, puisque ça domine le point nadir de la grande structure. Donc, on va voir à l'intérieur. Maintenant, on compare par rapport à ça et ça, et puis par rapport à ça et ça. OK. Et donc là, si on est là, on peut éliminer toutes les comparaisons par rapport à ce sous-ensemble-là, puisque cette solution-là, euh, on sait qu'elle domine aucun point à l'intérieur, puisqu'elle ne domine pas le point nadir, elle n'est pas dominée par le point idéal. Par contre, par rapport à cette structure-là, eh bien là, elle domine le point nadir ici. Et donc, on va rentrer à l'intérieur de la structure ici. Il faut maintenant faire une comparaison par rapport à ce sous-ensemble-là et à ce sous-ensemble-là. Par rapport à ce sous-ensemble-là, on est sûr qu'on ne va rien dominer, donc on se retrouve ici. Et puis, on fait une comparaison par rapport à là et là, puis par rapport au petit sous-ensemble ici. Là, c'est bon, on est sûr qu'on ne domine rien, ouais, je pense. Et puis, il nous reste ces sous-ensembles-là, où on va faire des mises à jour juste à l'intérieur de ce sous-ensemble-là. Donc, toutes ces structures évoluent dynamiquement
par rapport au nombre de solutions que l'on a. Dès qu'on en a trop, on fait une division et on sauvegarde à chaque fois. Ici, on a à chaque fois un point idéal et un point nadir. Et on fait une comparaison par rapport à ce point idéal et ce point nadir. Si, donc, si on n'est pas, il faut regarder les cas que l'on a ici. Hein, ouais. Si on est là, eh bien, il ne faut rien faire. Si on est là, il ne faut rien faire. Donc, c'est avantageux quand on tombe sur un de ces cas-là. Donc, si on ne domine pas le point idéal, si on n'est pas dominé par le point idéal, si on ne domine pas le point nadir, et si on n'est pas dominé par le point nadir, on est dans ces cas-là. Et donc là, on n'a rien à faire. On est sûr qu'il n'y aura pas de mise à jour à faire. Et donc, à chaque fois, on regarde s'il y a des mises à jour à faire. Et donc, bien souvent, eh bien, ça va nous permettre d'atteindre un sous-ensemble, parfois deux sous-ensembles, ça dépend. Enfin, ça dépend un peu des cas. Parfois, on va dominer complètement. Parfois, on va être dominé complètement par rapport à être un sous-ensemble. Donc, on va éliminer la solution. Et dans certains cas, eh bien, on fera des mises à jour à l'intérieur. Il y aura des petites solutions à l'intérieur qui vont être dominées, qu'on va retirer. Et puis après, on va ajouter une nouvelle solution. Et quand on a trop de solutions dans un sous-ensemble, eh bien, on redivise en deux. Hop, on redivise en deux. Avec un algorithme de clustering classique basé sur la distance dans l'espace des objectifs. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est la mise à jour du point nadir. Quand on élimine des solutions, le point nadir, c'est juste une approximation du point nadir, puisque c'est un peu coûteux d'à chaque fois qu'on élimine une solution, voir si le point nadir a changé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. Donc, c'est pour ça que le point nadir, à l'intérieur d'un sous-ensemble, c'est juste une approximation. Il pourrait être amélioré, mais on ne le fait pas parce que c'est un peu trop coûteux en temps de calcul, de le faire à chaque fois la mise à jour. OK. Et donc, juste quelques résultats numériques pour que vous voyez la performance de cette structure. Donc ici, on a réussi de résoudre avec une recherche locale de Pareto un peu améliorée des instances du voyageur de commerce avec jusqu'à 6 objectifs. Donc c'est quand même beaucoup, puisque par exemple avec 6 objectifs et seulement 15 villes, on a déjà à peu près 49 000 solutions non dominées. Bon, on ne sait pas si elles sont efficaces, c'est juste une approximation, mais on en trouve à peu près 49 000 potentiellement non dominées. Avec 5 critères et une taille 20, on en a plus de 350 000. Donc, c'est vraiment des archives qui sont très coûteuses à mettre à jour. Donc, avec une simple liste, on voit les temps de calcul. Donc, on a à peu près 20 000 secondes pour mettre à jour à chaque fois avec une recherche locale de Pareto. Enfin, c'est le temps de la recherche locale de Pareto, mais le temps de la recherche locale, il dépend fortement du temps que l'on va mettre pour les mises à jour. Eh bien, on est à 20 000 secondes. Donc, 20 000 secondes, c'est plusieurs heures. Et on voit que si on passe à ND-Tree, on a réduit d'un facteur 71 le temps de calcul. Et si on regarde, par contre, pour deux critères, attention, la liste, c'est l'utilisation de la liste ordonnée. Donc ça, c'est très efficace avec deux critères. Et là, le ND-Tree, il n'est pas plus efficace que la liste ordonnée. Il devient beaucoup plus efficace que la liste quand on passe à plus de deux critères. Et je n'ai pas mis les résultats avec Quadtree, mais le Quadtree, il est plus efficace que la liste, mais il est quand même plus lent que la ND-Tree. Là, c'est vraiment le ND-Tree qui était le plus performant.